Jess? Je suis pas assez bien pour toi? C'est ça? Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit bilan de ce Cold Winter Challenge qui fut le premier de... Oui, pas le premier, non bon, si on prend les tout premiers que je n'avais pas co-organisé, mais bon ça fait un bail. On se retrouve pour un des rares Cold Winter où j'ai juste participé. C'était trop cool, franchement. J'ai passé un très bon moment. Je ne sais pas plus trop si j'ai tout lu, mais je crois pas. Non, il me semble qu'on avait fait le bilan un peu plus ou moins. Je crois que j'ai validé 2 menus. Dont le menu enfant, hein, un peu là, le menu bonus. Mais c'est pas grave. Écoutez, moi j'ai passé un très bon moment, j'ai fait des très bonnes lectures, donc on va passer un peu rapidos tout ça en revue. Il y a des lectures sur lesquelles je ne vais pas plus m'attarder que ça, il y en a d'autres où clairement je vais m'épancher. Il y a des lectures que j'ai faites qui n'étaient à la base pas dans mon challenge et que en fait j'ai faites quand même. Parce que je peux pas m'en empêcher. Je vais quand même rapidement vous parler des Ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan parce que c'est un livre que j'ai lu avant que le challenge commence. Mais bon, hein, vous me connaissez, moi les romances de Noël, si je les commence que le 1er décembre, j'arrive pas au bout et déjà rien que là, il m'en reste 2 en fait de ma liste principale, voire même 3. Donc... que je l'ai terminé le 25 novembre ou le 1er décembre... on s'en fout un peu, n'est-ce pas? Dans cette romance de Noël, on rencontre Irène qui va mettre fin à 10 ans, il me semble, de relation avec un homme. Lui va assez mal, très mal le prendre même, et du jour au lendemain, elle se retrouve héritière d'une petite bicoque au fin fond de la Grande-Bretagne, dans une petite ville où elle a été quelques fois parce que sa grand-mère y avait une amie, et cette amie de grand-mère est décédée et lui a légué sa maison. Voilà, c'était un peu le signe pour Irène qu'il fallait qu'elle change de vie, donc elle claque tout, elle quitte son job, de toute façon je crois qu'elle s'était fait virer. Bref, donc tout ça en fait, tout la dégoulinitude d'amour et de maternité de sa meilleure amie qui va bientôt accoucher, toutes ses copines qui sont toutes en couple et qui sont... c'est l'extase, visiblement tout va bien, c'est trop beau, machin. Elle en peut plus, donc elle se dit que partir très très loin de tout ça, même si elle les aime beaucoup, ça lui fera le plus grand bien. Et autour de sa maison, il y en a 2 autres, une jaune, la sienne c'est la rose je crois, et puis il y a une bleue ou une verte, je sais plus, enfin bref, il y a 3 couleurs de maison. Donc sa maison, c'est celle du milieu, à côté il y a un papy un peu gâteux qui est rigolo, tu sens que ça va être un peu le... Voilà, le papy qui va te faire rigoler, qui est là parce que il fallait un personnage drôle. Donc on a mis un personnage drôle. Non mais il est sympa, vraiment, c'est un chouette perso. Puis dans l'autre maison, celle d'à côté, il y a un homme tout seul avec un enfant d'une dizaine d'années. Voulant bien faire déjà, elle essaye de tisser un premier lien avec son voisin, avec ses voisins. Donc avec le vieux papy, ça se passe très très bien, ils deviennent les meilleurs amis du monde, tu t'en doutes un tout petit peu dès le départ. De l'autre côté, bon, ça passe tout de suite moins bien, on est dans un trip enemies to lovers, c'est-à-dire que d'abord ils se détestent, puis après petit à petit ils vont se rabiboucher et puis ils vont s'aimer très fort. Et c'est exactement ce qui va se passer. Donc voilà, c'est ça qui va se passer en fait. J'ai bien aimé, arrive un certain stade de l'histoire où malheureusement, je vous en ai déjà parlé, ces romances de Noël où il y a trop, même dans les romances tout court en fait, si l'autrice ou l'auteur arrive pour moi à vraiment donner un rythme, un bon rythme en fait à son histoire avec vraiment des situations qui changent un petit peu du on s'aime pas, on s'aime, on se dispute, on se re-aime pas, on va se rabibocher et on s'aime. Vous voyez ce que je veux dire? S'ils arrivent à faire un petit truc un peu différent de ça, moi je prends quoi, tu vois, j'achète, y a pas de souci. Même si c'est long, même si ça fait 500 pages, mais pour moi 400-500 pages de romance c'est trop. 300 c'est le max, 200 c'est génial. Voilà. Et là, malheureusement, pour moi, ça a été un petit peu trop long. C'était sympa. Il y a à un moment donné une scène de dispute familiale entre le personnage masculin que t'aimes pas au début parce qu'il est et son père. Ça prend 10 pages, quoi. Donc j'exagère un peu, mais c'est trop long. Tu sais, le ping-pong verbal, là, tu sais, genre c'est ta faute, non c'est ma faute, non c'est machin, non c'est truc, non c'est bidule. On a compris qu'en fait, ils s'aimaient pas. Je pense qu'on aurait juste pu faire... Il se dispute, il claque la porte, il s'en va. Voilà, on a compris en fait. Mais il y avait des fois un peu des scènes comme ça, un peu redondantes. Sinon, ça passait bien. Vraiment, c'était chou comme tout. J'ai passé un bon moment. Voilà.
Alors ensuite, je vais vous parler de Mère et fille de Charles Palliser, qui fut une autre lecture de Noël, mais celui-ci je l'avais mis plutôt dans la thématique secret de famille, je crois que c'était raclette, du coup qu'il fallait valider. J'avais mis celui-ci parce que clairement, pour moi, on se retrouvait dans ce thème de Noël passé en famille, puis tu sais, il y a les secrets qui vont sortir, et puis il y a des gens qui se cachent des choses, etc. Donc dans Mère et fille, on se retrouve dans les années 1800, je sais plus quoi. Et Richard, qui a été exclu de Cambridge, mais qui ne veut pas le dire, va revenir chez sa mère et sa sœur pour passer les fêtes de Noël. Donc on va suivre son journal intime. L'auteur s'est vraiment basé et inspiré d'un véritable journal intime qu'il a découvert de cette famille, visiblement, en tout cas c'est ce qui est dit au début du roman. Donc j'ai trouvé ça vachement cool qu'il décide en fait de prendre ce fait divers et d'en faire un roman, et finalement de le construire comme lui il l'a un petit peu découvert, donc c'est-à-dire sous forme de journal intime. Donc on n'aura toujours que le point de vue de Richard, vu que c'est son journal qu'on va lire, et exclusivement que son journal. On va tirer ce journal sur un mois, du 12 décembre au 13-14 janvier, je crois. Ce qui était assez drôle, c'est que les jours correspondaient exactement avec le 12 décembre de 2020. Mon 12 décembre, c'était un samedi, et son 12 décembre, c'était un samedi aussi. Voilà. J'avais trouvé ça assez marrant que la coïncidence, voilà, c'était drôle. Et donc il va passer Noël chez sa mère et sa sœur, ce qui va assez leur déplaire en fait aux deux femmes. Elles s'attendaient pas à le revoir tout de suite, elles s'attendaient vraiment à la voir genre 2-3 jours à Noël, puis après ils repartent, donc tu sens qu'ils bousculent un peu leur plan et que ça les arrange pas trop quoi. Donc plus il va rester, plus il va comprendre que sa sœur lui cache quelque chose, sa mère aussi. Viennent se rajouter à ça des lettres anonymes qui arrivent plus ou moins petit à petit chez toutes les femmes de la petite ville. Et puis tu sais, c'est ce genre de petite ville, et c'est pas Londres, c'est pas voilà, c'est pas une grande bourgade, tu vois, c'est une petite ville, mais tu sens que les classes sociales sont très très proches les unes des autres, mais à un truc près, tu es juste un cran en dessous que ta voisine. Et ça les chiffonne. Donc toutes essayent, je parle surtout en termes de femmes, parce qu'elles essayent toutes d'avoir un meilleur parti, d'avoir le meilleur bal des débutantes, d'avoir tout ça, enfin bref. Et du coup tu sens que la moindre petite chose pourrait leur faire gagner un échelon, mais pourrait aussi leur en faire perdre un. Et ça c'est très très important pour elles. Du coup il y a un peu cette pression, tu sais, et ces moments hyper tendus, où elles prennent le thé tout ensemble, genre oh, oui très cher, vous êtes magnifique et tout. Puis en fait elles arrivent à s'envoyer des fions monumentaux, mais toujours avec élégance et classe, tu vois. J'ai trouvé ça mythique. Ça c'était vraiment mes petits plaisirs, voilà, tu sais, tu sens la pseudo-aristocratie anglaise. Mais ouais, c'est pas non plus, voilà, c'est pas Bridgerton quoi, tu vois, non plus, non. Et pendant qu'il y a ces lettres anonymes, il y a aussi des mutilations et des tortures d'animaux visiblement qui se passent aux alentours. Donc on imagine que c'est la même personne qui fait les deux, les lettres et les tortures d'animaux, les mutilations. Et du coup il y a tout ça qui commence à s'embrouiller, et puis bizarrement ça commence à arriver que quand Richard est arrivé. Puis Richard il a un petit peu des addictions étranges, notamment l'alcool, l'opium, et puis il sort la nuit, et puis il se souvient de rien quand il rentre, et bizarrement, enfin tu sais, comme tu suis tout à travers lui. Pour toi, il est innocent en fait, il a rien fait, c'est clair. Et puis, t'as tout le regard qu'il perçoit des autres, qui crie que c'est lui en fait qui a fait le coup, c'est lui qui est un connard, c'est lui qui essaie de rabaisser des gens, et tout. Enfin, l'histoire était hyper bizarre, mais l'ambiance, elle était là quoi. Donc si Noël prochain vous cherchez une histoire un peu malaisante, des fois on cherche ça, hein. Moi je cherche ça. Quand je vois ce genre de résumé, je me dis c'est ça que je veux en fait. Et c'est ce que j'ai eu, et du coup j'étais très contente de ma lecture. L'écriture elle est fluide, on se perd pas dans des voilà, dans des descriptions à n'en plus finir, enfin ça se lit très très bien, ça se lit assez vite. Au départ je voulais le lire un jour de journal de Richard par jour, vu que les jours coïncidaient avec notre année 2020. Et puis bah, j'ai pas tenu parce que finalement c'était très bon et j'avais très envie de le terminer. Voilà, bêtement. Mon dernier livre de l'année 2020, ça aura été Des nuits de sang et d'étoiles de Lisa Loued, qui est aux éditions Ozu. C'était une très belle lecture dont je vous ai parlé dans une tranche de vie, bah du coup il y a pas très longtemps. On va rencontrer Osa, une jeune fille de 17 ans qui a perdu sa maman il y a 17 ans de la peste. Faut savoir que sur la petite île de Skane, où ils vivent tous avec son peuple, les aurores boréales, les lumières du ciel, les lumières envoyées par la déesse visiblement, régissent un petit peu leur vie. C'est-à-dire que bleu et vert, c'est bon signe, tout va bien, mais dès que les lumières deviennent rouges, ce qui était le cas il y a 17 ans,
Problème. Le problème d'il y a 17 ans, c'était la peste, qui a ravagé pratiquement la moitié de leur population, dont la maman de Osa. Donc 17 ans plus tard, quand les lumières rouges reviennent, cette dernière décide de ne pas laisser ça passer, elle essaie de trouver une solution, des explications surtout par rapport à ces lumières, et avec un ami à elle, ils vont déchiffrer des vieilles écritures qui parlent de la déesse, comme quoi on pourrait lui parler, et donc lui demander conseil. Donc Osa se précipite dans cette aventure, se dit que c'est le seul moyen pour elle de sauver son peuple, c'est d'interroger la déesse directement pour savoir ce que veulent dire ces lumières. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire finalement pour se protéger un petit peu en fait, voilà, même si c'est une prévention, ces lumières rouges, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la peste, par exemple, la maladie, les guerres, etc. Donc elle va partir seule, affronter le blizzard arctique, et on va rencontrer des géants, il va y avoir des dragons de glace, enfin, il y a un univers très fantastique, mais très plausible aussi. J'ai trouvé que c'était pas du tout une fantaisie compliquée à comprendre, c'est très subtil, et puis on est plus sur la quête initiatique finalement d'Osa qui passe un peu de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte, et c'était très beau. Voilà, c'était vraiment une de très jolie lecture, pensée jeunesse, mais qui sort un petit peu justement de ce carcan très jeunesse. On a toujours un petit peu les mêmes codes, les mêmes habitudes, les mêmes genres de personnages. Là, il y a quand même des choses différentes. Déjà, les deux personnages principaux, on va dire, parce qu'on va suivre Osa principalement, mais de l'autre côté son ami qui lui reste avec son peuple pour les aider, car un peuple ennemi viendrait les attaquer, encore une fois, alors que c'est ce qu'ils ont fui il y a des années de ça. Donc du coup ils se font un peu attaquer de tous les fronts, la maladie d'un côté, les ennemis de l'autre. Et du coup on va le suivre lui aussi. On comprend assez rapidement que les deux personnages partagent quelque chose, mais ne se le sont jamais avoués, et je me souviens que ça m'avait vraiment marqué, c'est de me dire, purée, pour une fois, c'est pas un de ces couples de romans young adultes qui sont obligés de se dire je t'aime avant la fin du monde, quoi, tu vois. Il n'y a pas le temps. Voilà, Osa, elle sait qu'elle a autre chose à faire, lui, je sais plus comment il s'appelle, il a aussi autre chose à faire. Finalement, voilà, ils partageront certainement quelque chose s'ils s'en sortent, et puis ben, d'un côté, s'ils s'en sortent pas, voilà quoi, c'est chat des dommages, comme on dit chez moi. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qui m'a vraiment... Et je crois que c'était Pauline de Pobookin qui en parlait une fois aussi, justement, quand elle parlait d'écriture et de lecture. Elle disait, mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces personnages ados qui sont en pleine fin du monde, à toujours chercher à se déclarer leur flamme, ou à s'embrasser, ou à faire l'amour, ou à... Enfin, je veux dire, c'est très beau, mais est-ce qu'à 17 ans, quand ça pète de partout, c'est vraiment le premier truc auquel tu penses? Je crois pas... Enfin, Bref, c'était un très beau roman, et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est que c'était un one-shot. Merci! Ça devient de plus en plus le cas, hein, en young adulte, il me semble que petit à petit, voilà, on a des choses qui ne sont pas forcément des suites, ou qui ne demandent pas forcément à avoir de suite. Là, il existe un préquel, quelque chose qui se passe avant, mais qu'on peut lire vraiment les deux séparément. Et ça fait du bien de pour une fois avoir juste un début, une fin, fini. C'était très sympa, j'ai passé un très bon moment. Ça se lit très bien, c'était très agréable, voilà. Bon, je passerai assez rapidement mon avis sur le dernier tome de Mortal Instruments, donc le 6, La Cité du Feu Sacré. C'était trop long. C'est tout ce que je vais en dire, c'était trop long. Le truc fait 800 pages, je pense qu'on peut en enlever 200. Ouais, facile, voilà. Entre les moments où ils sont bloqués à un endroit parce qu'ils peuvent rien faire qu'attendre, et donc parler de leur attente, et donc spéculer sur la suite, jusqu'au moment où, voilà, ça se tabasse un tout petit peu, et tu sens que ça monte, et que ça finit un peu comme un, tu sais, le soufflet, tu sais, du pouf, pas complètement, mais un peu. Alors je sais pas, des fois vraiment j'essaye le plus possible, et typiquement avec cette série c'est ce que j'ai fait, c'est de me dire reviens 15 ans en arrière, dis-toi que t'as 15-16 ans maintenant et que tu lis ça pour la première fois de ta vie et que waouh, oui, un petit peu waouh, mais franchement ça aurait pu être tellement plus waouh. Voilà, donc j'ai beaucoup d'espoir dans les suites parce qu'en fait j'aime énormément l'univers des Shadowhunters, et j'aime beaucoup ce qu'a fait, ce qu'a créé Cassandra Clare, tout ce qu'elle a imaginé, c'est vraiment... J'aime énormément ça. Mais j'ai bon espoir, et c'est ce que j'ai lu pour les suites, les origines, les renaissances, etc., qu'elle s'était vraiment améliorée dans son style. Donc, je croise les doigts pour me dire que
ces suites, plus ou moins avant, après ce qui se passe là, seront mieux, voilà. Et donc là, je prévois de me lire le premier tome des origines d'ailleurs, donc j'ai hâte. Je vais vous parler de... Ah, j'ai oublié de vous parler de mon plus gros coup de cœur là jusqu'à présent, c'est celui qui a la meilleure note pour moi de tout mon tableau sur Livre Addict. Il faut que je vous parle de Complot de Nicolas Beuglet. Cette baffe intersidérale, donc il y a quelques années j'ai lu Le Cri de Nicolas Beuglet avec la première enquête qu'on découvre de l'inspectrice Sarah Geringen. Et voilà, j'ai laissé passer le temps, j'avais passé un très bon moment, mais c'était pas non plus... Waouh! Tu vois, j'avais passé un bon moment, mais voilà. Du coup, ma mère m'a passé Le Complot, elle m'a aussi passé le troisième, L'île du diable. Il en a sorti un quatrième, mais ça n'a rien à voir, c'est avec une autre enquêtrice. Et du coup, j'avais Le Complot dans ma pile à lire, voilà, je l'ai laissé traîner, comme d'hab, vous avez l'habitude. Et du coup, je m'étais dit qu'il serait bien pour le Cold Winter Challenge. Sarah Geringen va être appelée pour mener une enquête ultra confidentielle, genre il te tient en haleine pendant 3-4 chapitres à te dire on ne connaît pas l'identité de la victime, c'est très secret, confidentiel, tout ça, tout ça. Bon, ça c'était un petit peu long, j'avoue, du coup j'ai un peu eu de la peine à rentrer dans les toutes premières pages parce que c'est bon, annonce le truc, c'est qui est mort quoi, enfin je veux dire. De toute façon on va enquêter sur la victime après, donc autant nous dire tout de suite qui c'est. Bref, donc c'est une victime très importante qui, voilà, pas envie que tout le monde sache tout de suite ce qui s'est passé. Mais surtout, ce qui est bizarre, c'est la scène de crime. Tu sens un peu le rituel qui a mal tourné, quoi. Donc, elle va commencer à mener l'enquête, et comme d'habitude avec Nicolas Beuglet, c'est pas juste une enquête. Il va déterrer, il va fouiller des trucs dans l'histoire, et là, il va remonter très loin. Visiblement, c'était un trio de personnages qui devaient annoncer quelque chose au monde. Quelqu'un à une date précise, l'autre le lendemain et l'autre le surlendemain. Et ce que ces personnes allaient révéler allait juste changer la face du monde. Donc déjà, tu sais, à ce moment-là, tu sais, il y a un petit... Voilà. Sarah Geringen, elle part dans cette direction-là. Elle se dit, il y a quelque chose d'autre que ce que finalement la police locale essaye de magouiller et un peu dissimuler, quoi. En gros, on veut faire passer ce meurtre par un coup d'état des Russes, à cause d'un truc politique, etc. Mais pour elle, ça tient pas la route, quoi. C'est vraiment pas normal, vu toute la mise en scène que c'est. Et donc là, elle va commencer à fouiller. Et j'adore ça, en fait, le côté fouille, et où tu vas déterrer des véritables cas historiques. Hein. Nicolas Beuglet, lui, s'inspire vraiment de véritables choses, il n'invente pas. Il invente sur certains points, mais... Voilà, au plus profond qu'il peut, il va toujours aller au plus juste. C'est toujours mis ensuite derrière dans les remerciements tous les professeurs, tous les chercheurs qu'il a contactés pour avoir toujours la meilleure version en fait de son histoire. Et donc cette histoire, t'as pas envie d'en dire trop parce que si t'en dis trop après, tu perds tu perds la saveur et tout. Mais c'est un putain de polar thriller féministe de fou. Voilà, tu sais, c'est le genre d'histoire qui te fout la haine. La haine de... On est passé à ça, quoi. Et ça me... Et toute l'histoire, tu sens, ça monte crescendo, tu sais, tu avances les pages, tu tournes, tu dis... Mais purée, je vois, tu sais, tu vois petit à petit où tu veux en venir, où il veut en venir, où ils tous veulent en venir. Et après, t'as l'explosion et tu fais, oh non. Pourquoi? Bref, c'était une claque monumentale, aller-retour, tout ce que tu veux, enfin... J'ai passé un super moment. J'ai passé un super moment, j'ai rien vu. Tu sais, je n'en pouvais plus. Dès que j'avais 5 minutes, je me disais quelques pages. 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Oh, tu sais, l'overdose, mais l'overdose, t'es bien. Genre, c'est ton meilleur moment de ta vie. Voilà, c'est tout ce que je vais en dire. J'ai mon thé, il va refroidir si ça continue. Ah oui, juste avant ça, j'ai lu, de Franck Tillier, mais franchement, je vous en ai tellement bassiné dans mes tranches de vie. Je vais pas revenir dessus trop longtemps. J'ai lu La Forêt des Ombres et Fracture, qui sont très très bons. Honnêtement, enfin, Franck Tillier, pour moi, je l'ai découvert avec Puzzle il y a quelques années. J'ai adoré Puzzle. Un petit peu moins Vertige, qui pourtant a des très bonnes notes en général, et qui est très bien, qui a des très bons avis. La Forêt des Ombres est courue d'avance, enfin tu vois où ça veut en venir assez rapidement, cette histoire de
de gars qui écrit des livres et tout d'un coup il y a un mec, une sorte de mécène qui arrive et qui est très riche et qui lui propose de passer 1 mois dans un grand chalet en pleine forêt noire pour que cet écrivain lui écrive son roman à cette personne riche. Il veut un roman, le mettant lui en scène. Et bizarrement, il veut réveiller une ancienne affaire criminelle qui a été résolue il y a 20 ans, mais pas exactement comme on aurait voulu, quoi. Vraiment, en fait, le meurtrier est mort, donc voilà, t'as jamais pu vraiment, il s'est suicidé, t'as jamais vraiment pu dire ce qui s'était vraiment passé et pourquoi il a fait ces meurtres, en fait. Et donc, l'écrivain va devoir écrire là-dessus. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce genre d'histoire, c'est pour ça que je les trouve très haletantes, c'est que ça se passe en huis clos. Donc tout est fermé, t'es dans ce chalet paumé, en pleine forêt noire, en plus, alors ambiance bien merdique, tu sais, grosse tempête de neige, tu sais que tu vas rien pouvoir faire, tu vas pas pouvoir sortir, les voitures tombent en panne les unes après les autres, bref, voilà. Puis il y a plein de trucs trop bizarres qui se passent dans ce chalet, il y a des porcs qui sont posés comme ça sur des pics dehors, où tu vois en fait l'avancée de la décomposition, étape après étape. Alors je pense que pour de la recherche, c'est ce qui est le cas, hein, ça existe ce genre de ferme où c'est pour de la recherche, mais pourquoi tu viens mettre des gens là-dedans, tu sais, c'est trop bizarre. Enfin bref, il y a toute cette ambiance très malsaine petit à petit qui se met en place et c'est ça qui pour moi en a fait un page turner de fou, même si au bout d'un moment, assez vite, tu vois un peu où ça veut en venir. Mais c'était pas grave parce que l'ambiance elle était là, dès le départ. Tu sais, t'as un groupe de persos, 5, ça suffit, ça fait le job. Tillier pour moi, il a la juste dose. Tu sais, il fait pas non plus des romans trop à rallonge où tu sais, au bout d'un moment t'es là, bon, je veux savoir comment ça se termine. Non, il est bien, il a vraiment... Voilà. Pour moi, La Forêt des Ombres, il avait ce côté très très bon qu'il arrive tout de suite à te mettre dans l'ambiance. Par contre, au niveau de l'intrigue, j'ai vraiment préféré Fracture, je les ai lus l'un après l'autre, donc je vais les comparer un petit peu. Même si ça n'a rien à voir, les histoires sont vraiment radicalement différentes. Là, t'es pas du tout dans un huis clos, il y a plein de personnages qui n'ont aucun lien. Alice est un personnage qui suit un psy, et ce psy est à ça de plus ou moins découvrir ce qu'elle a en fait. Sauf qu'il y a un truc qui va chambouler la vie d'Alice plus ou moins du jour au lendemain, c'est qu'elle va tomber sur une photographie de sa sœur jumelle qui est datant d'il y a 6 mois, alors que techniquement sa sœur est morte il y a 10 ans. Donc tu as un peu le choc pour Alice, c'est quand même assez fort, assez présent. De l'autre côté, il y a son père qui, tu le sais dès le départ, cache quand même un passé assez lourd. Son psy, il est pas tout net non plus. Et puis il y a plein d'autres personnages comme ça qui arrivent un peu dans le suivi psychologique thérapeutique d'Alice et qui foutent un peu la merde quoi en fait. Hein. Des gens qui disparaissent, on les retrouve, ils sont mal en point, on les retrouve pas. Y a plein de trucs où tu dis mais où est-ce qu'on va? Mais c'était tellement... Là encore une fois, il y a un truc que j'ai vu venir, mais ça c'était vraiment par coup de pas de chance en quelque sorte, c'est que quelques semaines avant de lire ce livre, j'ai regardé des vidéos parlant d'un sujet en particulier, et comme par hasard, il y a ça dans le roman. Donc tu vois, j'ai fait le lien en fait par rapport au documentaire que j'avais pu voir là-dessus. Mais sinon, si tu sais pas... J'adore. En fait, je sais pourquoi je prends pas toujours le temps de lire ce genre de roman-là. C'est parce que je me les garde pour des moments où j'ai un peu des creux de la vague. Et où j'ai besoin d'un livre, tu sais, hyper haletant en fait, où je vais juste bouffer des pages et où ça va me remettre dans un rythme, un bon rythme de lecture. C'est exactement ce que Tilly m'a fait. Merci Franck. Alors, le dernier flop, et alors ça vraiment... Oui, non mais c'est clair, t'aimes pas avoir des flops, mais vous voyez, là j'ai eu vraiment que des... Les autres lectures qui étaient un peu bof, dont je vous ai parlé, bah elles sont un peu bof quoi, voilà, rien de... tu vois. Mais celle-ci, vraiment je la voyais genre... je l'avais mise peut-être un peu trop sur un piédestal, peut-être. Il s'agit de Broadway Limited, le premier tome de Malika Ferjuk, Un dîner avec Cary Grant, chez École des loisirs. Et j'avais beaucoup d'espoir. J'en avais beaucoup d'espoir parce que beaucoup de gens qui l'ont lu, je pense à Lemon June qui l'a lu il y a quelques temps notamment, qui en avait vraiment parlé de façon très très bien. Et je voyais en fait ce qu'elle avait ressenti pendant la lecture, c'était un peu ce que moi j'avais ressenti peut-être avec un Marie Laberge ou avec Micheline Duff dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps. Ces romans où il n'y a pas besoin d'avoir une action de dingue, il se passe pas grand chose, tu suis juste la vie un peu de tous les jours de certains personnages.
Mais tu sais, t'es prise dans cette ambiance, dans... Vraiment, les auteurs arrivent à t'envelopper un peu, tu sais, à t'emmener avec eux, finalement, et à te faire vivre juste la vie de leur personnage, quoi. Enfin, voilà, je vois tout à fait ce qu'elle voulait dire quand elle en parlait, et c'est clairement ce que j'attendais, voilà. Et bon, bah de mon côté, je suis pas du tout rentrée dans l'ambiance de cette pension, la pension Giboulet, qui est pensée que pour filles. Et quand Jocelyn, fraîchement arrivé de France, arrive à New York et demande une chambre dans cette pension où il a été recommandé par son cousin, ben, c'était pas vraiment prévu pour les garçons. Le problème, c'est que Jocelyn en anglais, et Jocelyn en français, ben tu vois, ça fout le doute quoi. Donc bon, on va pas le laisser comme ça dans la rue alors qu'il vient d'arriver à New York, on va quand même lui trouver une chambre. Et on est dans les années 50, à New York. Broadway Limited, ça veut un petit peu dire ce que ça veut dire. Dans cette pension Giboulet, toutes les jeunes femmes veulent devenir des actrices, des chanteuses, des danseuses, Enfin voilà, elles ont toutes un rêve un peu à strass à paillettes. Et puis bah ça va être un peu leur quotidien de jeunes femmes qui essayent tant bien que mal, mais pour qui ça va pas être évident finalement, parce que bah y a pas de la place pour tout le monde quoi, hein, voilà. Je sais pas si c'est le fait qu'il y avait trop de personnages et que du coup on était trop dispersés à travers les petites intrigues et les petites aventures. Il y a un seul personnage, et vous savez, je sais même plus son nom, il y a juste un seul personnage que j'ai aimé suivre, mais tous les autres, trop en fait je crois. Il y avait trop de monde, et du coup elles ont toutes un prénom, mais un pseudo, donc tu as un surnom, etc. Donc tu sais jamais de qui il parle. Manhattan, est-ce que c'est vraiment son vrai prénom? Non, attends, je crois que c'est un autre. Elles ont toutes d'autres noms, d'autres... Ouais, j'ai été trop perdue. Et du coup, je me suis pas attachée au personnage, même à Jocelyn. Voilà, tant pis. Le coup de cœur que j'ai eu par contre dernièrement, enfin coup de cœur, oui, non, c'était une très très bonne lecture. Je pense que c'était surtout un peu par effet de nostalgie. J'ai emprunté à la bibliothèque Lou Sonata, donc qui est la saison 2 un peu de la série Lou. Donc moi Lou je l'ai découverte il y a fort longtemps, j'ai encore les premiers tomes dans ma bibliothèque. Le premier tome de Lou il date de 2004, donc j'avais 14 ans et c'était une petite héroïne que j'avais adoré suivre jusqu'au tome 5. Et le tome 6, je me suis complètement faite larguer. J'ai pas aimé les dessins, j'ai rien compris à l'histoire. Du coup j'ai pas poursuivi, j'ai pas lu le 7 ni le 8, qui pourtant visiblement sont un peu mieux, un peu meilleurs. Mais voilà, c'est pas très grave. Franchement, on s'en sort sans problème en lisant Lou Sonata, sans lire le tome, les tomes précédents, quoi, en quelque sorte. Tu as des vagues petites miettes, un peu, qui te disent ce qui s'est passé dans la vie de Lou. Tu sais qu'elle a voyagé, tu sais qu'elle a construit des cabanes, enfin, voilà. On a des indices, quoi. Mais là, on va découvrir Lou. Ça m'a vraiment rendue très très nostalgique et j'étais presque un peu... ouais, émue en fait en la découvrant, parce que du coup Lou est une jeune femme étudiante qui arrive à Lyon, on imagine. J'ai beaucoup aimé la référence à Tigre avec un Y, Lyon avec un Y, dans une grande ville en tout cas qu'elle ne connaît pas. Elle a un petit studio, petit appart avec un voisin qui lui reproche tout le temps de faire du bruit, et puis des cours qu'elle comprend pas trop, le prof a pas l'air trop sûr non plus, elle sait même pas si elle est vraiment inscrite dans cette branche, enfin bref, c'est un peu le brouillard dans sa vie. Et puis elle va à des fêtes, et puis le lendemain elle se reprend en main, et puis finalement elle se demande si ça a vraiment du sens, et puis elle se questionne sur ses attirances, c'est vraiment exactement les préoccupations que tu as quand tu as la vingtaine, j'ai l'impression. Enfin, je revoyais Lou et je me voyais moi, bon, j'ai pas fait de grandes études, enfin j'ai jamais été à l'université ou autre, mais tu vois, quand j'ai eu mon premier appart, puis que t'es un peu la seule à avoir déjà ton appartement par exemple, bah tous tes amis ils viennent chez toi par exemple, bah ça je l'ai vécu et c'est vrai que c'était un peu tendre, nostalgique, mais vous savez cette nostalgie à la fois mélancolique et à la fois un peu... C'est pas grave, elle est passée et il n'y a pas toujours eu que des bons moments mais je sais pas comment vous décrire ça. C'est pour ça que je la mets dans le top, c'est que pour moi Julien Nil, il a vraiment réussi à aller creuser, en tout cas pour moi, là où c'était juste
une jeune femme de 20 ans. Après, c'est une jeune femme de 20 ans aujourd'hui. Moi, j'étais une jeune femme à 20 ans en 2010. Tu sais, il y a plein de choses qui étaient pas... Enfin, voilà, en 10 ans, il y a eu des changements, je trouve, monstrueux. Voilà, vraiment, on vit pas les mêmes choses, ça c'est clair. Mais ouais, je me suis vraiment retrouvée dans cette... Ah, tu sais, un peu dans cette bulle du... Tu sais pas trop quoi, tu nages, tu te cherches, Voilà, c'était hyper bien rendu. J'ai passé un très bon moment, voilà. J'avais hésité à l'acheter, mais je pense que je l'achèterai pour pouvoir prendre la suite, quand la suite sortira, vu que je l'ai emprunté à la bibliothèque. C'était beau, voilà. Moi j'ai été touchée en tout cas. Je crois qu'on a deux publics. Il y a les gens qui ont été touchés, qui ont connu peut-être Lou aussi comme moi quand ils étaient plus jeunes, et puis moins maintenant. Voilà, ils sont passés à autre chose, et puis ça les a pas touchés comme ils pensaient, et puis voilà. Avec tout ça, je sais plus trop où j'en suis dans mon bilan du Coldwinter, mais c'était plus ou moins, vous l'aurez compris, hein. Je fais pas menu après menu à vous dire là j'ai fait, là j'ai pas fait. Alors pour ce qui est du bilan du Coldwinter, je vous ferai un petit récap juste après en images pour que vous puissiez voir les livres que j'ai lus ou pas lus de tout ça, voilà, hein, n'est-ce pas? Mais je m'en sors pas trop mal. Moi je suis en tout cas très contente de mes lectures, comme vous aurez pu le voir. J'ai passé vraiment de très très bons moments. J'espère que vous aussi, je me réjouis de la prochaine édition. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à une toute prochaine.